Donc si vous le voulez bien, on va revenir très loin dans le temps, puisqu'on va remonter à 1839 avec la naissance de la photographie. Et en effet, les transformations et les bouleversements à la fois industriels et surtout technologiques vont toujours beaucoup intéresser les artistes. Et c'est souvent en réaction avec l'apparition de ces nouvelles technologies que les artistes vont réagir. Donc c'est pour ça que ça m'intéressait l'intervention de Marion Zillio l'autre fois sur la technologie contemporaine. Donc là, je replonge dans le passé, mais parce qu'évidemment, l'apparition de la photographie a été un énorme bouleversement, puisque les peintres ont eu l'impression que on prenait leur place en quelque sorte, et que la photographie allait rendre le réel de manière beaucoup plus à la fois mécanique et à la fois plus réaliste que ce que produisait la peinture. Et donc c'est ce qui a poussé les peintres à aller dans d'autres horizons, chercher d'autres formes d'expression et notamment s'interroger sur quel est l'intérêt, quel est le rôle de la peinture. Est-ce que la peinture se borne à simplement donner à voir le réel, ou au contraire, est-ce que ça va être une sélection de choix que le peintre va opérer pour ensuite proposer une représentation. Donc c'est tout à fait autre chose que simplement présenter le réel. Et donc c'est ce qui a ouvert la voie, vous le savez évidemment, à l'impressionnisme et tous ces mouvements où l'artiste va exprimer plus sa personnalité que choisir de représenter des thèmes classiques qui étaient généralement employés dans la peinture et qui notamment concernaient la peinture d'histoire, ou qui racontaient donc soit des histoires qui étaient issues de la Bible, de la mythologie, voire la grande histoire avec un grand H, ou alors, quand on descend dans la hiérarchie, il y avait le portrait, il y avait la nature morte, il y avait le paysage. Et là, avec toutes ces réflexions sur la façon de regarder et de présenter le réel, les artistes sont partis vers des modes d'expression qui devenaient beaucoup plus personnel, où l'artiste va exprimer sa personnalité dans la touche, dans le cadrage, dans la façon de regarder. Puis, il y a aussi l'apparition de la chronophotographie, qui est quelque chose qui est important aussi, puisque au départ, c'est vraiment uniquement utilisé par les scientifiques. Hein, c'est vraiment l'idée de poser des appareils photo qui vont se déclencher au fur et à mesure que quelqu'un passe devant, donc pour étudier le mouvement. Et c'est comme ça qu'on va découvrir que un cheval, quand il est au galop, il n'a jamais tous les pattes en l'air, ça n'existe pas, alors que jusqu'à présent, les peintres pouvaient imaginer cela. Donc ça a permis aussi d'avoir une autre approche du réel, et probablement, vous savez que ça va influencer beaucoup des gens comme Marcel Duchamp. Et puis bien sûr, l'apparition du cinéma va proposer aussi un autre regard, et donc une façon de représenter l'image en mouvement qui va bouleverser aussi, puisque par la suite on verra dans le domaine artistique l'apparition de la vidéo qui va se réapproprier aussi cette démarche de l'image en mouvement. Donc toutes ces apparitions de la technologie vont amener les peintres à s'interroger non plus sur qu'est-ce que je vais peindre, puisque c'était vraiment la question que se posaient jusqu'à présent les peintres, mais comment le peindre qu'est-ce que je souhaite exprimer. Donc évidemment, la figure majeure de cette période, c'est quand même Claude Monet. Claude Monet qui va bouleverser à la fois par la naissance de l'impressionnisme, mais aussi par la fin de sa vie, où on voit, bon, je vous ai apporté le pont japonais, mais j'aurais pu vous apporter 1000 autres exemples, vous pouvez vous en douter, et notamment les nymphéas, où on voit bien que la peinture est sur le point de basculer vers autre chose qui serait la peinture abstraite. Hein, donc la disparition du sujet, ou en tout cas là le sujet existe encore, mais il est tellement ténu que pour les publics contemporains, en tout cas ça devenait quelque chose qui était quasiment illisible, hein, difficile à interpréter, on ne comprend pas exactement ce qui est traité, et surtout c'est une peinture qui n'a plus de bords, qui n'a plus de récit, plus d'image, et donc ça apporte d'autres réflexions sur la peinture elle-même. Alors ensuite,
dès le début du XXe siècle, plusieurs peintres vont essayer justement de franchir cette frontière et basculer vers ce qu'on va nommer par la suite donc la peinture abstraite. Et chacun vont y parvenir par des expérimentations et des explorations très diverses, chacun ne se connaissant pas d'ailleurs. Kandinsky se trouve d'abord en Russie, va s'installer ensuite en Allemagne, où il va être en contact de la peinture expressionniste allemande, qui va l'amener à progressivement faire disparaître le sujet de la peinture. Malevich, lui, va rester en Russie. Et Malevich va pousser la réflexion le plus loin possible dans cette peinture qui est devenue donc abstraite et va la ramener quasiment au degré zéro de la peinture. Finalement s'interroger sur quelles sont les composantes du tableau, et les composantes, ici ce sont simplement une seule forme géométrique et une seule couleur posée en aplat, mais le fond existe encore. Mondrian, lui aussi, dans le même temps, présente aussi cette approche de la réalité qui va disparaître en la ramenant à une géométrisation des formes. Donc il passe d'abord par la géométrisation de l'arbre, puis ensuite de la jetée et de la mer, pour finalement n'utiliser plus que des lignes verticales et des lignes horizontales qui se croisent. Et à la croisée de ces lignes, peuvent apparaître comme des quadrillages et des couleurs qui sont posées en aplat et qui sont réduites aux trois couleurs primaires, bleu, rouge et jaune, avec les deux non-couleurs, le noir et le blanc. Bon, je pense que je ne vous apprends rien du tout pour le moment, mais simplement je repose les bases. Hein. Alors, je voudrais aussi attirer votre attention sur un autre personnage aussi qui va bouleverser beaucoup l'histoire de l'art. C'est Marcel Duchamp, et avec ces formes où il va faire combiner les deux mouvements d'avant-garde du début du XXe siècle qui sont extrêmement importants à Paris, qui sont d'une part le cubisme et d'autre part le futurisme. Et lui, il va inventer le cubo-futurisme, mais vous le savez que c'est pour se moquer de ces deux mouvements-là. C'est-à-dire que ces deux frères sont complètement impliqués dans la peinture cubiste, et lui, donc, il arrive plus jeune et il récupère un petit peu cet héritage-là, et finalement, il va aller le pousser vers autre chose. Et donc, quand il expose ce type de peinture, le roi et la reine entourés de Nuvite, eh bien, il bouleverse les règles, et les artistes cubistes sont furieux contre lui, parce qu'ils ne se retrouvent pas du tout dans cette appellation cubiste. Et puis, il va prendre chez les futuristes cette idée de la modification du regard qui est porté sur la figure en mouvement, cette figure qui se déplace devant le peintre et qui va traduire des mouvements qui provoquent des formes cylindriques ou dynamiques, et qui vont traduire cette idée de déplacement de l'objet ou de la personne humaine. Mais quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il ne prend du cubisme que certains éléments qu'il va transformer, puisque c'était vraiment l'idée de l'objet qui est regardé sous tous ses angles à la fois, sauf que là, on retrouve en effet des formes géométriques qui sont un petit peu éclatées sur la surface de la toile. On retrouve des couleurs qui sont aussi d'origine césarienne, donc plutôt des tons assourdis, des ocres, des bruns, des verts, des gris. Donc ça, ce sont les caractéristiques qu'il garde du cubisme, mais il va les associer à des formes qui se déplacent, qui semblent se mouvoir, et donc qui ne correspondent pas du tout aux règles cubistes. Et du futurisme, on retrouve en effet ces formes qui traduisent cette idée d'un déplacement sur la surface de la toile. Mais contrairement à ce que prenaient les futuristes, qui d'habitude voulaient traduire cette idée par l'idée de la modernité. Cette modernité, elle passait par un mouvement souvent ascensionnel, la voiture, l'aviation, enfin tous ces éléments-là que eux considéraient comme plus important que la victoire de Samothrace ou que tout ce qui a été fait dans l'art jusqu'à présent. Lui, il fait un mouvement descensionnel, donc évidemment, il se moque complètement finalement de ces deux
avant-garde, et il va attirer du coup finalement l'attention sur lui. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver invité à l'Armory Show. L'Armory Show qui est ce fameux premier salon que les artistes américains vont proposer à New York. Et donc ils étaient venus faire un tour des ateliers parisiens et c'était comme ça qu'ils avaient découvert la toile de Marcel Duchamp qui propose d'exposer pendant cette fameuse exposition à l'Armory Show, donc ce fameux nu descendant l'escalier. Donc on retrouve toutes les caractéristiques que je viens de vous dire, donc un peu de cubisme, un peu de futurisme, tout ça mélangé mais très ironique finalement, hein, qui détourne en tout cas ces deux mouvements-là. Et le public américain contemporain est consterné, ils ne comprennent absolument pas cette toile. Ils appellent ça une explosion dans une fabrique de tuiles. Donc où est le nu? Enfin, vraiment personne ne comprend rien. Et ça provoque un énorme scandale. Mais vous le savez, dans l'histoire de l'art, c'est le scandale souvent qui attire l'attention aussi. Hein. Et donc finalement, grâce à ça, Marcel Duchamp sera réinvité par la suite à l'Armory Show. Et c'est comme ça, bon, je ne vous refais pas toute l'histoire, vous la connaissez par cœur, mais c'est comme ça qu'il va présenter son fameux urinoir, donc Fontaine, en 1917. Mais entre-temps, il avait produit une œuvre, parce que lui-même était parti s'installer à New York, il trouvait finalement plus neuf comme pays que la France qui commençait à être un petit peu vieillissante. Et puis la Première Guerre mondiale aidant aussi, c'était plus agréable pour lui d'habiter à New York. Et il va être soutenu par une mécène américaine qui est Catherine Dreyer et qui va lui passer commande d'une œuvre, vous le verrez tout à l'heure, pour un espace bien défini dans sa bibliothèque. Et donc il réalise cette pièce ici qui s'appelle Tum. Et on peut imaginer la suite, évidemment, on s'en doute, hein, surtout quand on connaît Marcel Duchamp, on sait le côté pied de nez et provocateur de ce personnage. Et donc pour lui, c'est finalement la dernière toile qu'il va peindre. Donc c'est vraiment, il signe l'arrêt de mort de la peinture avec cette toile. Est-ce que vous la connaissez déjà? Vous l'avez déjà vue cette toile? Non? Je peux vous la présenter assez rapidement si ça vous intéresse. Et, parce que c'est quand même en effet un objet important quand on parle de la mort de la peinture, il faut comprendre. Donc on reconnaît des ombres portées de ces objets qu'il est en train de développer pendant cette période-là, qui sont ces fameux ready-made. Donc à partir de la roue de bicyclette, il va en produire d'autres, vous le savez, donc le porte-chapeau et le tire-bouchon, tout simplement, un tire-bouchon. Et puis, au milieu de tout ça, il va rajouter d'autres éléments qui sont des éléments qui nous semblent peints, en effet, mais aussi d'autres éléments colorés, mais qui eux ne sont pas peints, qui sont des morceaux de papier qu'il vient coller directement sur la toile. Bon, ça en soi, c'est pas original, parce que les cubistes l'avaient déjà fait avant lui. Et donc, une fois de plus, il prend des matériaux qui existent déjà et il vient en ajouter. Ça tient juste par une petite punaise ou une petite aiguille. Et puis ici, on voit d'autres éléments. Ici, c'est une petite main qui est très très réaliste, qui n'est pas peinte par Marcel Duchamp, mais qui est peinte par un peintre d'enseigne que Marcel Duchamp fait travailler pour l'occasion. Et il lui demande également de faire une fausse déchirure dans la toile. Donc on est vraiment sur la notion de trompe-l'œil. Et c'est exactement ce qu'il est en train de dire. La peinture a passé son temps à tromper l'œil du spectateur. Donc il faut abandonner la peinture. Donc c'est la raison pour laquelle il va peindre. Et là, cet élément-là, peut-être que vous l'avez déjà vu. Donc ça, c'est une vue sous un autre angle de la toile, parce que cet élément-là, il est en relief. Vous voyez, c'est un objet qui vient figé à l'intérieur de la toile. Et c'est un goupillon. Un goupillon qui sert à nettoyer les bouteilles avant justement ensuite de les faire sécher sur le fameux porte-bouteille. Donc le goupillon, tout le monde a un goupillon chez soi à cette époque-là. Et donc il fixe ce goupillon pour une raison très simple, mais vous le connaissez, Marcel Duchamp, c'est quelqu'un qui provoque énormément. Donc l'idée c'est que on arrive devant la toile et on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Je m'approche et hop, je me prends le goupillon dans l'œil et ça sert à nettoyer l'œil.
Voilà, donc on va regarder autrement la peinture. Et donc voilà, Marcel Duchamp a signé l'arrêt de mort de la peinture avec cette toile. Et le nom et évidemment le titre de l'œuvre est évidemment très programmatique. Donc vous la voyez, l'œuvre elle est tout à fait en haut, c'est pour ça qu'elle a cette forme tout en longueur, puisque c'était une commande bien précise que Catherine Dyer avait proposée à Marcel Duchamp. Et donc, avec Marcel Duchamp, on a basculé dans un autre registre artistique et c'est l'objet qui va devenir prédominant. Et notamment, évidemment, lui, l'objet choisi, on l'a compris avec le ready-made, mais ensuite, Dada et le surréalisme ne vont cesser d'utiliser l'objet, vous le savez, de manière assez évidente. Et puis, évidemment, l'événement qui va bouleverser le monde et forcément aussi le regard des artistes, c'est la Seconde Guerre mondiale et tout ce que ça entraîne, évidemment, comme réflexion autour de l'art. Et donc la fameuse exposition que Göring avait organisée à Berlin et qui était cet art dégénéré, où dans la même exposition était présenté l'art des avant-gardes, donc un peu ce que je vous ai décrit, le cubisme, le futurisme, l'impressionnisme, enfin tous ces grands artistes de l'époque, donc Picasso, Matisse, etc. Et puis, alors, présenté de telle manière, et c'est là où c'est intéressant aussi de la façon dont on présente l'œuvre, de telle manière que, évidemment, ça donnait une impression extrêmement chaotique, désordonnée, et donc c'était vraiment recherché pour que le public puisse se dire « mais c'est horrible, mais c'est insupportable, c'est détestable, on ne peut pas accepter ça sous forme d'art ». Et à côté de ça, évidemment, il y avait l'art béni par le nazisme et qui était vraiment des grandes fresques dans l'esprit complètement orientées sur le plan idéologique forcément. Donc là aussi, forcément, le public qui regardait cette exposition était mis dans une condition particulière. Et donc, était amené à rejeter toutes ces formes-là. Puis, évidemment, le monde continue d'évoluer, de se transformer. Et c'est pour ça que ça m'intéresse de revenir sur aussi des réflexions d'ordre historique, mais aussi géographique, parce qu'on le sait bien que progressivement, l'art va changer d'emplacement, c'est-à-dire autant Paris était la capitale des arts pendant toute la période des avant-gardes, ça va se déplacer, on le verra, aux États-Unis. Et donc les artistes, à la suite de la Seconde Guerre mondiale, forcément se remettent en cause eux-mêmes, puisqu'ils n'ont plus foi en l'humanité, avec tout ce qu'on vient de découvrir, donc les camps de concentration, la bombe d'Hiroshima, et puis bon voilà, vous savez très bien de quoi je parle. Et donc c'est à ce moment-là que vont apparaître des tendances comme l'existentialisme, comme l'absurde aussi, on le voit aussi bien en littérature qu'en poésie ou dans le théâtre. Et évidemment, c'est le moment où Dada et le surréalisme sont très très présents dans le domaine des arts plastiques. On va le retrouver aussi un peu au cinéma. Et puis d'autres personnes comme Lévi-Strauss qui vont avoir envie de regarder ailleurs, puisque notre civilisation est devenue totalement chaotique et que l'être humain est arrivé à des choses aussi dramatiques. Peut-être qu'il existe d'autres civilisations qui seraient intéressantes de regarder différemment. Ah, là, on ne voit pas grand-chose. Désolée. Je vais vous les dire. Donc, changement de décor et déplacement géographique, comme je vous le disais à l'instant. Et donc, 1932, c'était donc le New Deal de Roosevelt. Et en 1933, c'est la fermeture du Bauhaus. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui va mettre un coup d'arrêt aux réflexions artistiques en Europe. Et la plupart des artistes vont aller s'exiler aux États-Unis. Et donc, on va retrouver aussi beaucoup d'artistes, notamment surréalistes, entre 1940 et 1942, s'installer à New York. Et c'est ce qui va aussi amener à l'ouverture de ce qu'on appellera l'école de New York dès 1948, réunis autour de, bon là aussi vous
pouvez pas lire spécialement, mais réunis autour de la figure de Clement Greenberg, qui est ce très grand critique d'art, historien d'art, qui lui va être à l'origine de cette nouvelle peinture qui va se développer aux États-Unis et qui va devenir en quelque sorte un petit peu hégémonique. Il va poser les bases de cela. Et si vous avez, enfin je ne vais pas détailler cela tout de suite, mais si vous avez envie d'en savoir plus, il y avait un livre qui est sorti il y a quelques années qui s'appelait Un jour ils auront des peintres de Annie Cohen-Soalal et qui explique tout ça de manière très très précise et qui montre que voilà, Paris qui était la capitale des arts, on est en train de basculer et c'est New York qui devient le phare essentiel. Et donc voilà, peut-être aussi pour ça que la peinture en France va donner cette impression de disparaître un petit peu. En Allemagne, la peinture va être très présente très rapidement après la Seconde Guerre mondiale, mais avec une optique très particulière. C'est vraiment l'idée de désacraliser la peinture et en quelque sorte la punir parce que la peinture est source de réflexion idéologique et donc il faut rebâtir une base vers une forme non pas une réflexion sur la nation allemande, mais peut-être est-ce qu'il existe à nouveau une sorte d'identité allemande, et c'est dans toute cette génération de peintres qu'on va trouver Richter, qu'on va retrouver Baselitz, qu'on va retrouver Kiefer, donc tous ces artistes-là qui vont en effet donner une place très importante à la peinture, mais une peinture qui est vidée de toute forme d'idéologie et qui n'est plus que la technique par elle-même qui s'exprime. Donc ça, oui, c'est très intéressant de voir. Et en France, on n'a pas du tout ce même phénomène-là. Donc, en effet, donc, il y a trois étapes qui font que tout d'un coup, il y a eu ce basculement à la fois géométrique et puis, pas géométrique, géographique, pardon, et cette transformation aussi des formes de l'art. Donc, la première, donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 1913, c'est l'art Morisot, avec notamment Marcel Duchamp. La deuxième, c'est Rauschenberg, qui est le premier artiste américain à recevoir le Lion d'Or à la Biennale de Venise. Et là, le monde de l'art comprend que c'est New York qui va devenir hégémonique à ce moment-là. Et c'est encore de la peinture, donc ça c'est intéressant aussi, parce que par la suite, ce ne sera pas forcément toujours le cas, mais à ce moment-là, oui, c'est la peinture qui est encore dominante. Et la troisième étape vraiment importante, c'est aussi 1969 et ça se passe à Berne, donc en Suisse. Et c'est une exposition qui en fait était quand même pas très très étendue, mais qui va avoir un retentissement très important. Donc c'est Harald Zeman qui va créer cette exposition qui va lui donner ce titre très programmatique aussi, c'est Quand les attitudes deviennent formes. Et donc le public découvre des démarches, des attitudes et des réflexions artistiques qui sont extrêmement éloignées de ce qu'on appelait habituellement art. Donc on n'est plus dans la peinture, on n'est plus dans la sculpture, mais on est beaucoup plus dans l'introduction de l'art dans la vie et aussi des formes qui ne sont pas figées et faites pour l'exposition, mais qui sont en lien avec toute la réflexion que l'artiste développe, avec cette réflexion qui va prendre beaucoup d'ampleur, qui est vraiment cette idée du work in progress. Donc vraiment l'idée que c'est le concept et la réflexion qui est importante plus que le résultat. Et donc à partir de ce moment-là, dans les années 60, on va voir apparaître quantité de mouvements qui vont essayer de chercher en effet des supports les plus variés possibles et donc s'éloigner complètement de cette idée de la toile tendue sur un châssis avec des couleurs posées dessus, mais on va utiliser le corps comme support, on va utiliser le paysage dans lequel on va intervenir, donc c'est l'apparition du land art, c'est l'apparition du body art, qu'on appelle art corporel, art charnel, selon les différentes ramifications. Et puis, il va y avoir aussi d'autres tendances comme l'art féministe ou l'art, les mythologies personnelles, l'art et la vie sont complètement réunis.
Et donc, évidemment, les performances aussi vont prendre beaucoup d'importance. Et donc, cette notion d'interchangeabilité entre œuvre et vie va prendre tellement d'importance que on a l'impression que l'art est devenu beaucoup plus conceptuel que dans le travail sur la forme. Et notamment, Marcel Duchamp a joué un rôle très très important. Et d'ailleurs, il dit « J'aime mieux vivre, respirer que travailler. Je ne considère pas que le travail que j'ai fait puisse avoir une importance quelconque au point de vue social dans l'avenir. Donc, si vous voulez, mon art serait de vivre. Chaque seconde, chaque respiration est une œuvre qui n'est inscrite nulle part, qui n'est ni visuelle, ni cérébrale. C'est une sorte d'euphorie constante. » Bon, vous retrouvez évidemment la provocation. Toutes les bases se trouvent dans le travail de Marcel Duchamp, il ouvre toutes les voies. Et après ça, oui, on voit quelqu'un comme Joseph Beuys qui va poursuivre complètement cette réflexion entre l'interchangeabilité art et vie. Et il considère, lui, que son travail est une structure sociale, c'est-à-dire que ça n'est pas l'objet lui-même qui est important, mais c'est en effet le fait de créer des relations, des partages, des échanges entre les gens. Et donc ça va prendre beaucoup d'importance, et notamment le fait qu'on va considérer que tout homme pourrait être artiste, tout être humain pourrait être artiste. Ça a amené beaucoup de confusion aussi, hein. On a pensé que finalement le statut de l'artiste était remis complètement en cause. Il a été quand même largement en partie remis en cause avec des propositions de ce type. Et donc j'ai voulu aussi revenir sur quelqu'un comme Yves Michaud qui, dans L'art à l'état gazeux, a pointé cette réflexion-là en disant qu'en effet, l'art n'est plus ce qui est accroché au cimaises, mais qu'il se retrouve partout, il envahit totalement l'espace, et que à travers cette réflexion autour de la démarche de l'artiste, de son attitude, de la primauté qu'il donnait à l'idée, au concept et non plus la réalisation, mais on a en effet souvent l'impression que la peinture a complètement disparu de ce champ d'action et qu'on donne beaucoup plus d'importance aux performances, aux installations et aux éléments qui sont souvent très spectaculaires. Mais quand même, pendant ce temps-là, la peinture a continué d'exister et on va le voir, va prendre différentes formes. Alors, en effet, beaucoup d'artistes sont revenus à la question de la définition de la peinture, ou en tout cas du tableau. Qu'est-ce que c'est qu'une peinture? Qu'est-ce que c'est? C'est d'abord donc cette idée d'un tableau. Le tableau, ce sont les nabis qui avaient donné une définition qui reste valable encore maintenant. C'est que un tableau, avant d'être une femme nue, un cheval de bataille ou une quelconque anecdote, ce sont des couleurs posées sur une toile dans un certain ordre assemblées. Et donc, ces artistes-là revendiquent vraiment l'idée de la planéité de la toile. Et pendant toute l'histoire de l'art occidental, hein, et notamment l'histoire de la peinture, la peinture a joué le rôle de soit une fenêtre ouverte sur le monde, soit un mur sur lequel justement sont posées, assemblées des couleurs. Et donc autour de cette réflexion-là, les artistes vont continuer de développer leur approche, puisque au bout d'un moment, on l'a compris, l'art est devenu beaucoup plus conceptuel. Il y a quand même des gens pour s'interroger sur le faire de la peinture et sur la question de l'objet tableau lui-même. Et donc la question aussi de ce qu'on peut représenter et qu'est-ce que ces questions vont proposer aussi autour du goût. La notion de goût, Marcel Duchamp, c'est aussi quelqu'un auquel il s'y est beaucoup attaqué et il considérait qu'il n'y avait pas de bon goût, de mauvais goût, que ça n'avait aucune
aucune réflexion particulière. Et Francis Picabia, qui était vraiment quelqu'un de très très proche de Duchamp, a développé aussi toute une peinture où cette notion de bon goût était complètement attaquée. Et le bon goût, chez ces artistes-là, il est lié aussi à la notion d'une classe de population qui sont les collectionneurs, ceux qui achètent les œuvres, et qui sont les bourgeois. Et donc ces bourgeois vont être attaqués par les peintres avec des approches qui va bouleverser complètement cette notion de bon goût. Et donc, par exemple, cette femme à l'idole, mais j'aurais pu vous en montrer n'importe quelle autre toile de Picabia de cette série-là, il va associer des choses qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Des petites images pornographiques ou érotiques qui circulent sous le manteau, qu'il va associer à, là c'est une idole africaine, mais toujours essayer de bouleverser justement cette relation culturelle. Donc à la fois des images populaires et des images tirées d'autres formes artistiques que les formes occidentales, puisqu'on a compris qu'elles avaient été un petit peu bouleversées et malmenées, et donc produire des images qui n'ont rien de séduisante, d'agréable, et qui correspondent au bon goût bourgeois. Et puis, quelques années plus tard, René Magritte va poursuivre sa réflexion. Magritte, donc, il fait toute une peinture qui rentre dans cette histoire du surréalisme, mais qui, tout d'un coup, va avoir ce qu'il appelle une période vache, où il peint aussi des images extrêmement inspirées de formes populaires, des petites cartes postales ou des jeux très grand public. Et là aussi, cette quête de ne pas rechercher quelque chose de beau et d'agréable, mais vraiment bouleverser cette idée du goût toujours. Et donc ça rentre vraiment dans l'histoire. Il n'y a pas que l'histoire de l'art, mais il y a aussi l'histoire des idées. Comment on va bouleverser et bousculer les formes habituelles d'appréciation de l'art. C'est dans le sujet, c'est pas dans la peinture, enfin, c'est pas dans le geste, c'est dans le sujet. Là, tu parles du sujet. En fait. Voilà, exactement. Là, oui, exactement. La manière de peindre. Oui, la manière de peindre, on en arrive tout de suite. Mais le sujet a été bouleversé, en effet, par des gens comme Picabia ou les dadaïstes, et puis les surréalistes aussi. Et donc, comme je viens de le montrer avec Magritte, c'était plus que la question du sujet, c'est plus la question de cette histoire de goût de l'histoire de l'art. Qui est bouleversé. Et du beau, voilà, exactement, qui va disparaître complètement. Et en effet, on en arrive à ce qui s'est produit particulièrement en France, donc une peinture qui va devenir totalement conceptuelle. Donc c'est toujours à nouveau l'idée qui va primer. Et donc des manifestations qui sont organisées par BMPT, donc Buren, Mossé, Parmentier et Toroni, qui invite le public, là c'est particulièrement visible, le public doit être assis, c'est une salle de spectacle, et il voit 4 toiles accrochées, et rien ne se passe, à part ces 4 toiles qu'on peut observer pendant un temps illimité. Et Marcel Duchamp, qui avait assisté à cette manifestation, dit que comme happening frustrant, on ne fait pas mieux. Et donc, de quoi s'agit-il? Ce sont des peintres, 4 peintres qui ont choisi de n'utiliser sur le même format que des outils visuels qu'ils vont répéter à travers toute leur démarche. Donc on revient sur cette idée de démarche, de protocole, d'inscrire le geste du peintre dans une réflexion beaucoup plus conceptuelle. Et donc, je pense que vous les connaissez tous, non? Buren, Mossé, Parmentier et Toroni. Donc Buren, bande verticale, ce qui font 8,7 cm. Voilà, donc évidemment les couleurs peuvent varier, mais la variante c'est quand même souvent la rayure blanche, inspirée des toiles de store, hein, qu'au départ il a acheté au maître. Donc voilà, et cet outil visuel, il va ensuite l'appliquer partout. Mossé, lui, va se concentrer sur le cercle noir qu'il met au centre de sa toile blanche. Alors, le cercle va pouvoir varier de dimension, mais c'est toujours le même geste.
Parmentier, lui, plie sa toile et crée des grandes bandes qui vont devenir, elles, horizontales. Et Toroni, lui, va se concentrer sur toujours le geste du peintre dans son atelier, avec une brosse de peinture je crois que c'est le numéro 4, si je me trompe, ou numéro 5, je ne sais plus exactement. Donc il fait aussi, il y a une dimension précise, mais enfin 5 cm peut-être, et qu'il va simplement laisser une empreinte et selon un espace qui est toujours le même et disposé en quinconce. Et là aussi, par la suite, ça sera appliqué en dehors de la toile, directement sur le mur ou ailleurs. Ce n'est pas forcément l'impact visuel qui les intéresse, si ce n'est marquer le public par un outil visuel. Voilà, c'est vraiment cette forme-là qu'ils vont utiliser en permanence. Je pense qu'ils ont voulu ramener la peinture au degré zéro, un peu comme Malevich tout à l'heure, et puis voilà, ensuite revenir sur vraiment la posture. C'est la posture de réduire le geste de l'artiste au minimum possible. Donc là, c'est un geste. Donc j'applique cette peinture de manière très répétitive. Au départ, c'est de la peinture. Donc au départ, c'est la réflexion sur que peindre et quoi peindre et de quelle façon. Et dans le même temps, l'autre mouvement qui se développe aussi, c'est support surface et qui va être présenté au musée d'art moderne de la ville de Paris. Et donc, le mot support surface, il a été trouvé un petit peu par réaction, par provoque aussi. Comment réduire là aussi le geste de l'artiste qui ne se dit plus forcément peintre non plus, mais qui va décortiquer le tableau. Qu'est-ce que c'est qu'un tableau? On l'a compris. Donc c'est une surface plane, mais c'est une toile qui est tendue sur un châssis. Et donc si on décortique tout ça, si on enlève le châssis d'un côté, si on met la toile d'une autre façon de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut la plier, on peut la froisser, on peut la tordre, on peut la teindre plus que la peindre, on peut la faire pendre du plafond, on peut la poser au sol, on peut marcher dessus. Donc vraiment, on peut décortiquer tous les éléments. Et une toile, c'est aussi, comme son nom l'indique, un tissu avec des fibres qui sont tissées. Et donc on va détisser tout ça, on va en faire presque comme des filets qui sont pendus aussi dans l'espace. Et puis le châssis lui-même, il va pouvoir devenir souple, où il va donner la structure d'une échelle. Donc vraiment, c'est vraiment l'idée de décortiquer qu'est-ce que c'est que la peinture et aller au-delà de la définition que Maurice Denis en avait donnée, donc, avec cette surface sur laquelle on pose des couleurs. Donc on est vraiment à nouveau dans un art qui est très intellectuel, qui est très conceptuel, qui donne la primauté à l'idée et pas du tout au résultat, parce que le résultat n'est pas très intéressant visuellement et n'est que justement réflexion dans l'espace. Là, finalement, on est revenu en France. Et là, on reste en France depuis le changement du sujet. Voilà, exactement. On est revenu en France. Oui. Et est-ce que c'est qu'en France, finalement, ou principalement en France, qu'il y a eu cette réflexion sur alors, aussi, en fait, où on a maltraité finalement la peinture, l'objet. Les artistes italiens aussi ont fait la même chose, ils ont décortiqué. Les Italiens copient les Français. Ouais. Mais les Italiens ont mis à mal la toile aussi avec, par exemple, Fontana, qui la lacère, qui la perfore. Manzoni aussi, qui la plie, qui intègre dans la peinture, il intègre, qui traverse la toile. Voilà, exactement. Voilà, donc c'est quelque chose qui est assez général et c'est intéressant parce qu'en effet, au début j'ai dit que Paris était la capitale des arts et en effet tous les artistes venaient à Paris pour être estampillés artistes modernes et puis ça s'est déplacé aux États-Unis puis finalement c'est devenu un art mondial, international et les nations n'ont plus tellement d'importance. Mais pour revenir au sujet qui nous préoccupe, pourquoi la France a-t-elle si maltraité entre guillemets la peinture et les peintres? Et ben voilà, c'est tout un concours de circonstances et en effet l'importance qui a été donnée à l'art conceptuel en France a pris
Enfin, c'est vraiment étendu. Et puis, quand sont apparus tous les fracs, par exemple, eh ben, on peut dire que l'institution a laissé de côté la peinture, ou alors ce type de peinture-là, c'est-à-dire conceptuelle. Mais la peinture qu'on pourrait qualifier de traditionnelle, classique, qu'elle soit abstraite ou figurative d'ailleurs, peu importe, elle a été laissée de côté par l'institution. Donc ça, c'est vraiment à la fois peut-être un désir, peut-être un ensemble de choses. Et justement, c'est là-dessus que je voulais en venir aussi, c'est que est arrivé mai 68. Et mai 68 aussi a apporté un bouleversement, parce que bien sûr l'école des Beaux-Arts, vous le savez, a été occupée et c'était un foyer très 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 actif pour ensuite aller coller des affiches, etc. Et c'est là où tout d'un coup, les artistes qui étaient sur place, qui faisaient des affiches au pochoir, etc., se sont désintéressés du geste de peintre, parce que ce qui était plus intéressant, c'était le slogan, c'était qu'est-ce qu'on allait dire dessus, et ils donnaient à lire plus qu'à voir. Et à la suite de ça, bah, les artistes qui étaient partis dans la rue, qui étaient partis bouleverser, faire la révolution, sont devenus professeurs à l'école des Beaux-Arts, et on dit aux étudiants qui arrivaient, voilà, c'est ringard la peinture, arrêtez tout de suite, c'est vraiment pas intéressant. Et c'est, je crois, ça qui fait qu'en France, c'est encore plus ancré qu'ailleurs. Je pense que c'est tous ces éléments. C'était peut-être vrai à l'époque. Comment? C'était peut-être ringard. Ah, c'était ringard, c'était devenu ringard. Mais malgré tout, il y a quand même eu des gens qui ont continué de peindre. Il y a un complexe qui continue sur la peinture. Oui, il y a un complexe très fort. Ouais. 64, une exposition Les mythologies quotidiennes, qui a été réunie par Gérald Gassio-Talabo, qui ensuite a débouché sur ce qu'on appelle la figuration narrative. Et donc là, on a quand même une peinture figurative qui a pris beaucoup d'importance et qui est revenue sur le devant de la scène. Et ce sont des peintres qui vont la plupart du temps s'inspirer donc de la vie quotidienne, ordinaire, mais aussi surtout de l'image. Ils vont partir de l'image photographiée, le film aussi, les faits divers, donc avec Monori par exemple, ou Hérault qui fait sur la toile un collage visuel qui nous met un petit peu de Picasso, un petit peu de bande dessinée, un petit peu de cinéma, enfin la publicité aussi va les inspirer beaucoup. Et la plupart du temps, ces peintres partent avec des images qui puisent donc dans l'univers des médias et qu'ils vont projeter par un épiscope sur leur toile et donner donc une peinture qui va donner cette impression un petit peu mécanique aussi du geste de l'artiste. Donc c'est une peinture qui est à la fois engagée, parce que souvent politiquement elle s'est engagée, mais qui est une peinture qui exprime le monde dans lequel vivent les peintres, mais qui n'exprime pas le plaisir qu'a le peintre de peindre. Et ça, c'est ce qui est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse moi beaucoup actuellement, c'est cette nouvelle génération de peintres qui, eux, vont revenir à cette idée de, à la fois le beau qu'on avait rejeté, qui avait disparu, ben non, maintenant c'est possible, et ensuite le plaisir de peindre, le plaisir de la main comme de l'esprit. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important à l'heure actuelle. Bon, alors on voit absolument rien, donc je ne vais pas vous en montrer tellement plus, de Valerio Adami, qui lui va utiliser vraiment la planéité de la toile, qui va réintroduire aussi des signes qui fonctionnent un peu comme des lettres, des mots, des chiffres. Peter Claesen qui s'inspire complètement de la vie la plus ordinaire possible et qui vient faire juxtaposer des éléments très mécaniques avec la figure humaine et particulièrement la figure du modèle et du top modèle, quoi. C'est rigolo aussi parce que Marion nous parlait du peintre qui s'inspire des nouvelles technologies et qui peint presque de manière robotisée. Mécanique, répétitive, répétitive, etc. Donc on travaille presque tous en réaction à quelque chose. Un courant qui est en réaction à une pensée commune, née en réaction.
Bon, il y a eu quand même ensuite, dans les années 80, la figuration libre. Ils ont de la chance parce que l'équivalent à New York, qui va prendre une ampleur considérable, c'est Basquiat, c'est Haring, c'est ces artistes-là qui ensuite vont basculer vers ce qu'on appelle le street art. Là aussi, ça mériterait d'être mieux défini tout ça, mais ça va devenir un engouement totalement international. Et donc eux, ils sont, je suis tout à fait d'accord, ils sont au bon moment, et surtout ils sont au bon moment pour ce qui concerne l'économie, c'est-à-dire le marché de l'art. Ils ont été parachutés tout de suite à des prix colossaux. Et c'est un petit peu quand même comme ce qui pouvait arriver avec la Starac, par exemple. C'est-à-dire que ça a été dur pour eux aussi, hein, d'être tout d'un coup vendus si cher. Et puis ensuite, les bulles spéculatives ont fait que, boum, tout d'un coup, ils n'étaient plus du tout dans les mêmes montants. Ils sont dans l'histoire. Ils sont dans l'histoire et ils sont encore toujours actifs, à part un. Et on les voit toujours aussi présentés dans les foires contemporaines. Donc, ils n'ont pas disparu complètement de la scène, alors que la figuration narrative, oui, c'est un peu laborieux. Depuis quelques années, on les remet en avant, on organise des expositions, mais qui n'attirent pas tant que ça le public et qui donnent une image, oui, je suis d'accord, un peu passée. Oui, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. En effet, ce sont les collectionneurs qui ont permis aussi aux peintres de continuer, parce que l'institution n'avait pas suivi, hein, ça c'est certain. Mais quand même, des gens comme justement la figuration libre, eux ont été repérés et présentés dans des institutions, et puis eux aussi continuent d'être montrés à la fois pour le groupe Figuration Libre et puis maintenant pour ce qu'ils sont devenus les uns les autres. Et donc François Boiron, dont je parlais tout à l'heure, lui, il a toujours enseigné aux Beaux-Arts. Et pendant très longtemps, on peut dire qu'il y avait peu d'étudiants qui venaient dans son atelier parce que la peinture, on leur avait tellement dit que c'était ringard qu'il fallait surtout plus y aller. Donc, et maintenant, ils sont 3 peintres à l'École des Beaux-Arts de Paris et je peux vous dire qu'il y a du monde. Beaucoup de jeunes artistes veulent absolument se tourner vers la peinture. Donc c'est très intéressant et ça pose vraiment beaucoup de questions. En effet. Donc moi c'était un peu, voilà, je voulais conclure là-dessus.